Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle présidente du syndicat MG France, le docteur Agnès Gianotti. Bonjour Bonjour, docteur, bonjour. vous m'entendez bien, tout se passe bien? Je vous entends bien. Merci de l'invitation. Grand plaisir. On va parler avec vous docteur, alors, il y a beaucoup de sujets, pêle-mêle, PLFSS, Conseil national de la refondation, version santé et négociations conventionnelles qui vont occuper votre agenda dans les semaines et mois à venir. On va balayer un peu tous les sujets, forcément les questions des déserts médicaux, le travail en collectif et coordonné sur le terrain, le numérique. On va balayer tout, on a une vingtaine de minutes. On va essayer de tout tenir. Je compte sur vous. Mais j'ai une première question à vous poser. Parce que Mhm. votre élection à la tête d'MG France, c'est quand même un symbole. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont élues à la tête de syndicats médicaux. Est-ce que ça a été vraiment une révolution en interne? Comment ça a été perçu, votre élection? C'est déjà une très belle C'était pas avancée, ça. du tout une révolution interne, c'était la continuité, puisque Jacques Battistoni, qui m'a précédé, a fait rentrer beaucoup de femmes au bureau, et nous étions déjà 7 femmes pour 6 hommes dans le bureau. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les deux plus âgés ont pris leur retraite. C'était D'accord. Jacques Battistoni et Jean-Louis Bensoussan. Oui. Donc, 2 hommes qui sont partis, et donc la génération des femmes est arrivée. Et donc, présidente, première vice-présidente et secrétaire générale, c'est 3 femmes chez nous maintenant. C'est pas une, c'est un trio que vous avez. C'est très bien. Surtout qu'on Voilà, rappelle quand même à nos auditeurs que c'est une profession qui se féminise de plus en plus. Et c'est une réalité. Alors qu'avant, absolument. voilà, donc forcément, en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir et ravis qu'une femme prenne un peu le pouvoir. On a eu des échanges par le passé avec de certains ministres femmes qui avaient face à eux des syndicats hommes, racontaient que c'est pas toujours simple dans ce milieu-là. Mais bon, c'est une bonne chose. Les choses évoluent dans le bon sens. On va parler d'un sujet peut-être qui fâche un peu plus. On va parler du PLFSS, docteur. Quelle est Mhm. votre lecture? Alors, avant qu'on rentre dans le cœur des mesures, le texte général, quelle est votre vision un petit peu là-dessus? Ma vision générale, c'est qu'il y a déjà un premier point qui bloque, c'est que l'ONDAM est en dessous du taux d'inflation. Donc, au lieu de moyens nouveaux, on a, si on peut résumer, des moyens en moins. Si on regarde les dépenses de ville, tout simplement, par exemple, l'inflation est à 4%. Il y a 2,9% d'augmentation prévue. Ça veut dire qu'il manque 1,1 milliard. Voilà. Donc, faire plus en ayant moins, c'est quand même un sacré défi. Et je crains que des mesures ne soient prises qui ne coûtent rien, qui soient de l'affichage, comme les diverses contraintes. Mhm. Elles ne sont pas prévues encore pour l'instant, hein, donc on verra ce qui arrivera une fois que les lois seront votées. Mais faire plus avec moins, c'est quand même quelque chose que je trouve très compliqué à faire. Tout à fait. Et vous avez abordé un peu la question des mesures. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui est pas très dense en termes de mesures par rapport à d'autres de précédents PLFSS où on avait beaucoup de mesures, notamment sur le volet santé. Il y a deux mesures qui vous impactent directement. La première, si vous en êtes d'accord, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, voilà. La première, c'est la fameuse instauration des 3 consultations de prévention aux âges pivots, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Quelle est votre vision par rapport à cette mesure-là? Ça va c'était je crois, une revendication d'MG France dans la plateforme présidentielle. Absolument. C'était une de nos demandes, donc ça va dans le bon sens, mais là encore, on est confronté au manque de moyens parce que quand on regarde la mesure d'impact qui est à la fin du texte, Tout à fait. on voit qu'il y en a une seule, celle de 25 ans, qui est prévue pour être une consultation plus valorisée, 40 euros, enfin c'est écrit comme ça, les autres étant à 25 euros. Donc faire une consultation longue de prévention où on fouille les sujets pour 25 euros, ça veut dire qu'on ne donne pas de moyens nouveaux à la prévention. Donc il ne faut pas que le virage de la prévention soit un affichage et on ne fait rien sans moyens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut vraiment aborder des sujets complexes, je dis un sujet au hasard, par exemple les violences aussi bien dans le cercle familial que dans le cercle professionnel, c'est un sujet quand même majeur à différents âges de la vie, ça demande du temps. Tout à fait. Donc, c'est pas en 5 minutes qu'on va le faire. Il y a beaucoup de sujets comme ça. La prévention, c'est pas juste dire oui ou non, on a eu son vaccin ou on a fait les dépistages. Ça en fait partie, mais c'est vraiment au-delà de ça qu'il faut aller. C'est une culture de la prévention et ça demande du temps et de l'approfondissement et c'est pas en un quart d'heure qu'on peut le faire. Donc, là encore, quand on regarde les textes, il n'y a pas de moyens mis à disposition de ça.
Et vous ne pensez pas qu'éventuellement, par le biais conventionnel, on en reviendra un peu plus tard, tout ce périmètre-là soit revu et que Mais j'espère bien, parce que de toute façon, ça peut pas passer. Soit on fait des vraies mesures et avec du travail derrière qui correspond à nos attentes et surtout aux besoins de santé publique, parce que c'est Hum, vrai qu'on appelle notre système de soins et pas système de santé, c'est pas par hasard. tout à C'est que fait. dans la culture de notre pays, on soigne les gens malades, mais on n'évite pas que les maladies arrivent. Donc c'est toute une culture qu'on doit collectivement modifier. Donc, le virage, c'est bien, l'affichage, c'est bien, mais au-delà de l'affichage, il faut vraiment faire des choses qui aient une concrétisation réelle, quoi. Bien sûr. Il y a une autre mesure qui a un peu fait bondir les syndicats, c'est entre guillemets l'utilisation de la quatrième année d'internat pour réaliser, faire, enfin, entre guillemets, affecter des étudiants à la réalisation d'actes de médecine générale dans les déserts médicaux. Ça a été perçu comme une demi-mesure par un certain nombre d'acteurs politiques. Et pour vous, c'était un peu, c'est niette ou c'est réfléchissons à construisons autre chose, mais l'idée n'est pas complètement à jeter. Ah, nous souhaitons la quatrième année. Voilà, simplement cette quatrième année, c'est autre chose, c'est un autre sujet que l'accès aux soins dans les zones où l'accès aux soins est plus difficile. Donc, on a mélangé deux sujets qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Voilà, c'est de là vient la difficulté. Donc, la quatrième année, nous la souhaitons parce que ça fait que la médecine générale, qui est une spécialité, devient une spécialité comme les autres. Et donc, notre syndicat a toujours travaillé pour le fait de mettre notre spécialité, vraiment qui est une spécialité compliquée, hein, puisqu'on aborde tous les sujets. Donc, c'est un savoir-faire très spécifique et des réalités très particulières. Donc, cette spécialité doit être reconnue et la quatrième année doit y contribuer. Mais il faut réfléchir au cadre de cette quatrième année. Et ça n'a pas été réfléchi. Donc, en fait, l'annonce a été probablement précipitée sans que le cadre ait été travaillé. Oui, donc en fait, c'est ce que vous dites, c'est à la fois il y a le symbole que cette quatrième année renforce la réalité. C'est une réalité dans tous les pays à l'étranger, savoir que la médecine générale est une spécialité comme les autres. Donc là-dessus, c'est une fait valoir, mais en même temps, ça ne doit pas être pris pour être un outil, entre guillemets, de régulation de l'offre de soins, entre guillemets, un dispositif un petit peu de passage, quoi. C'est pas ça l'ordre Et, de l'idée. et ça ne peut pas l'être parce qu'on ne peut pas mettre un étudiant tout seul avec personne pour l'accompagner. Ça, c'est inimaginable. Donc, il faut forcément, de toute façon, un binôme avec un médecin du territoire. Il faut plus d'enseignants universitaires. Il faut à peu près doubler le nombre d'enseignants universitaires. Le ratio par rapport aux autres spécialités d'enseignants est désastreux, hein. Donc, faut absolument augmenter le nombre. Moi, je crois que c'est de 1 à 8. On a un enseignant en médecine générale pour 69 étudiants, donc c'est ridicule. Oui, Si en plus on rajoute la quatrième année, donc une nécessité d'avoir encore plus d'enseignants. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire les choses sans moyens. Si on n'a pas d'enseignants, comment on va faire les choses? Et il faut des binômes sur les territoires, il faut de bonnes conditions pour les étudiants, il faut des locaux d'abord. Est-ce qu'on ouais. les a? Question à 100 sous, hein. Le problème des locaux va être pour l'accès aux soins et pour l'accueil des étudiants un sujet central. Donc ça ne dépend pas de la convention, ça ne dépend pas de la loi, ça dépend des élus locaux, je pense. S'ils veulent qu'on puisse recevoir les gens, il faut qu'on ait des bureaux pour les assistants médicaux, pour les équipes de collaborateurs du médecin traitant. Et pour l'instant, c'est rare. Les endroits où on peut le faire, c'est rare. Donc ça va être un sujet central, mais c'est un autre sujet. Mais ceci dit, la quatrième année, il faut qu'on mette les gens quelque part. On ne peut pas les accueillir sinon. Donc Bien il faut sûr. de bonnes conditions d'accueil, de bonnes conditions d'encadrement et aussi ne serait-ce que le cadre dans lequel ils vont exercer. Est-ce qu'ils seront payés à l'acte comme nous et faire vraiment une année professionnalisante dans des conditions d'exercice comme les Ouais, nôtres, bien sûr. ou est-ce qu'ils seront salariés de l'hôpital? Enfin bref, tout ça n'est pas du tout défini. Donc c'est ça qui crée aussi beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes chez les jeunes. Moi, je les comprends, hein. Si on me disait, tu as une année de plus, mais je précise aucune des conditions dans lesquelles tu vas la faire, je me poserais beaucoup, beaucoup de questions. Oui, on a le sentiment qu'il y a un peu de précipitation sur cette question-là. L'intention est bonne, mais la précipitation fait qu'il y a un flou, quoi. Voilà, et le mélange des problématiques est différent puisqu'on affiche qu'on va les envoyer là où c'est le plus difficile, où les autres ne sont pas allés. Donc, ça donne pas Ça donne tellement envie. envie. Voilà. Donc, parce que le défi, on a un gros défi à relever en ce moment, il ne faut pas se le cacher. Bon, il y a 90% de la population qui a un médecin traitant. Ouais. Déjà, c'est beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Il y a 10% de la population qui n'en a pas. Sur ces 10%, il y a 5% de gens qui ne veulent pas de médecin généraliste traitant puis qui n'en auront pas. Donc Et cela, on en parle jamais assez, docteur.
Il faut le préciser. Voilà. Ouais. Donc, il y a 5%, de toute façon, qu'on ne veulent pas, ça, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas malades. Bon. Il y a 5% qui en ont besoin et qui n'en ont pas. Donc, ceux-là, il faut absolument leur trouver une réponse. Et D'accord. parmi ces 5%, il y a 600 000 personnes qui sont en ALD, donc ont une affection de longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant. C'est ça la priorité. Et pour notre syndicat, c'est vraiment ça la priorité, arriver à trouver un médecin traitant pour ces personnes-là. Voilà, donc ça, c'est une vraie question qu'il faut régler. Donc c'est ça, si je comprends bien votre idée, votre proposition, c'est plutôt que faire encore un peu une usine à gaz compliquée dont on voit les contours sont un peu flous, plutôt focaliser notre attention et nos moyens, notamment de nouveaux moyens, sur comment organiser le système pour pouvoir prendre en charge ces 600 000 personnes qui sont prioritaires. C'est ça, hein. Voilà. Et donc là, et ne pas augmenter ces 600 000 personnes. Oui, évidemment, de facto. Eh oui, mais je pèse mes mots, parce que nous avons à peu près un tiers de la profession qui a plus de 62 ans. Ouais. Bon, si on met trop de pression sur les médecins généralistes en exercice et qu'on ne les aide pas, on a un risque de déplaquage de 10 000 médecins généralistes traitants. Et je pèse mes mots, médecins généralistes traitants, parce que c'est ça dont on a besoin. Dans les effectifs inscrits à l'ordre des médecins, vous avez 40% de médecins généralistes qui ne sont pas médecins généralistes traitants. Ouais, c'est beaucoup. Et dans un moment de pénurie où on a besoin de médecins partout, à la sécurité sociale, dans les PMI, les médecins du travail, partout, on a l'embarras du choix du poste, en fait. Donc, le risque, c'est que les jeunes ne viennent pas s'installer parce qu'on leur met trop de contraintes. Et on va dire, non, mais c'est bon, on m'offre un travail beaucoup plus simple, mieux rémunéré, je ne vais pas aller là où il y a toutes les contraintes. Et le risque, c'est le déplaquage des plus anciens face à la pression qu'on en a marre. Donc, c'est un vrai risque que les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi on ne les oblige pas? Les infirmiers, on les oblige, et pourquoi on ne le ferait pas pour les médecins? Mais les infirmiers, ils ont plus 15 000 médecins, infirmiers entre 2015 et 2020, plus de 15 000 en plus. Donc, entre une profession dont le nombre augmente et une profession qui est en pénurie globale, on ne peut pas appliquer les mêmes recettes. Ça ne peut pas marcher pareil. Et je vous pose la question parce qu'on a abordé un peu le sujet. On a le sentiment que parfois, entre guillemets, à la fois les syndicats, mais en même temps l'assurance maladie, s'arc-boutent sur cette question d'exercice libéral. Or, quand on prend le pouls des jeunes générations, des jeunes syndicats, des étudiants, hein, vous et moi, vous les fréquentez bien plus souvent que moi, on sent que forcément ce mode d'exercice n'a pas forcément l'engouement qu'il a pu avoir il y a 30-40 ans. C'est pas une question d'argent, c'est une question de mode de vie, d'attractivité, de façon d'exercer qui est différente. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que justement il y a un choc générationnel et que la fameuse génération dans 10 ans, celle qui post-suppression du numerus clausus, n'aspire pas à ces modèles qui sont actuellement en place et qui demandent autre chose et que là, il y a un dialogue de sourds. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, il y a une méconnaissance de l'exercice libéral puisque les étudiants passent toute leur vie à l'hôpital comme salariés et ont peur de l'exercice libéral et de ce qu'ils imaginent être les contraintes de l'exercice libéral. Il y a une méconnaissance et une peur. C'est en ça qu'une 4e année professionnalisante pouvait être intéressante pour les mettre en situation et qu'ils voient en quoi ça consiste et que là, ils fassent un choix. Ça leur va ou ça leur va pas. L'attrait, par exemple, des centres de santé est une réalité avec un exercice salarié où ils n'ont pas à se poser de questions sur le portage, l'équilibre financier et tout ça. Ceci dit, voilà. Il y a aussi une réalité, c'est que le nombre d'heures travaillées d'un médecin généraliste libéral est de 50 heures par semaine en moyenne. Dans les salariés, c'est 35 heures. Donc, on n'a déjà pas assez de temps médecin pour soigner la population. Si tout le monde devenait salarié dans des centres de santé, je ne vous dis pas le déficit de consultation que ça entraînerait, hein. Et aussi le déficit financier, parce que ça coûte beaucoup plus cher à l'État. Un centre de santé, ils sont tous déficitaires, donc ils ont tous beaucoup de subventions. En libéral, on coûte beaucoup moins cher à la société, contrairement à ce que aux apparences. Donc, il y a beaucoup de questions dessous. On voit aussi une financiarisation arriver en France, hein, avec des groupes que je ne nommerai pas, mais des groupes financiers qu'on a expérimenté dans des pays du Nord et où ça a fait une médecine à 2 vitesses. Donc moi, en tout cas, à MG France, on est très attaché à la lutte contre les inégalités sociales de santé, à l'accès aux soins pour tous dans des conditions identiques. Le parcours de soins pour ça est essentiel, le rôle du médecin généraliste traitant aussi.
que dans une vie, les gens soient à certains moments salariés, à d'autres moments libéral, je crois que c'est pas tellement le sujet. Mais à qui appartient l'outil de travail, ça, c'est un sujet. Et regardez le centre de la Croix-Rouge qui a failli être vendu justement à une société Ouais, ouais. financière. Ça pose question aussi. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Sans doute que les jeunes aussi vont travailler un peu moins, parce que c'est dans l'air du temps, hein, 35 heures, nous, on en est bien loin si on comptabilise tout Bien ce qu'on sûr, fait pour la oui. Vous, profession. 50 heures, je crois que vous êtes en dessous de la réalité. Voilà, parce que bon, surtout avec une activité syndicale Ah, vous, et c'est encore autre chose, ça. enseignante. Mais oui, mais il y a tout ça, il y a aussi les CPTS, tout ça, ça Bien sûr. prend beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Oui, bien sûr. Justement, bah, on en touche un mot. Alors, il y a deux dispositifs phares que l'assurance maladie entend pousser, notamment dans le cadre de la prochaine négociation conventionnelle. À la fois l'outil de coordination, alors CPTS, MSP, on prend la forme entre guillemets qu'on veut. Là-dessus, ça décolle un tout petit peu. Alors, ça continue à monter. Et il y a aussi en parallèle les assistants médicaux. Alors, Thomas Fatome fait beaucoup de communication en disant qu'il estime que lui, c'est le bon outil pour répondre justement à ces problématiques d'accès aux médecins traitants. Argument, et vous nous le direz si vous partagez cet argument-là, que l'usage, entre guillemets, d'assistant médical permet d'augmenter les patientèles parfois de 20 à 30% chez un médecin, avec le temps médical libéré. Justement, sur ces deux dossiers-là, comment voyez-vous cette future négociation? Alors, dans la future négociation, c'est une négociation monoprofessionnelle, donc les assistants médicaux sont dedans, pas les MSP ni les CPTS. D'accord. Voilà. Les MSP, elles augmentent progressivement et je pense qu'elles vont continuer à augmenter. Mais il faut comprendre aussi qu'on a besoin de tous les médecins. Comme je vous disais, il faut qu'on ait une incitation dans la prochaine convention à ce que les plus de 62 ans ne partent pas à la retraite ou ne fassent pas d'autres médecines. D'accord. Le danger que je vois et qui est à l'opposé des MSP et des CPTS, c'est les centres de soins non programmés one-shot qui fleurissent tous les jours et qui font de la médecine extrêmement lucrative, sans prise en charge de la profession, avec un affichage de réponse aux soins. C'est-à-dire pour un élu, il peut se dire oh ben, tiens, moi j'ai ouvert un centre de soins non programmés, comme ça, au moins les gens ils pourront se soigner quelque part. Sauf que tous ceux qui vont travailler dedans, ils seront plus là pour être médecins traitants de la population. Ils prendront pas les patients chroniques en charge. Et donc, ça fait à la fois un appel d'air de la profession, et ça la vide de ses effectifs, ça fait de la médecine de mauvaise qualité parce que du coup, il n'y a pas de continuité des soins. Et c'est extrêmement lucratif. Donc, tout ce qui est plateforme, télécabine, centre de soins non programmés, tout ça va dans le sens d'une désorganisation de la profession. Et là, il y a un virage en ce moment au point de vue quantitatif qui est important. Et quand vous voyez la crise des urgences, c'est pas tellement, les urgences, c'est pas parce que les médecins généralistes font pas leur travail que tout le monde va aux urgences. C'est pas du tout ça. Non, non. La crise a, à mon avis, surtout deux origines. Un, c'est le manque de lits d'aval, donc il y a embouteillage à l'entrée. Et le deuxièmement, c'est que tous les urgentistes sont partis dans les centres de soins non programmés. Donc effectivement, il n'y a plus personne pour accueillir les urgences. Voilà. Donc on a des effets pervers d'une espèce d'évolution ultralibérale qui va là où on gagne de l'argent. Et je peux vous dire qu'on reçoit dans nos boîtes mail tous les jours des annonces pour aller travailler dans ce type de structure, plateforme ou autre, à 2500 € la journée. Ah Voilà. oui, c'est énorme. Pour des consultations qui vous durent 5 minutes, donc c'est effectivement une machine à cash. Hein. Ouais, bien sûr. Après, il y a peut-être un risque assurantiel derrière parce que, à mon avis, on n'est pas à l'abri des erreurs médicales. On commence à voir les effets pervers. D'ailleurs, la sécurité sociale a choisi d'arrêter de rembourser les indemnités journalières quand c'était pas le médecin traitant ou ses collègues du Oui, tout à fait. territoire, parce qu'il y a des dérives inconsidérées. Oui. On voit aussi les prescriptions d'antibiotiques qui flambent. Donc, tout ce système de réponse aux demandes et pas de réponse aux besoins qui fait une inflation de consommation de soins désordonnée, désorganisée, ça fait vraiment une médecine de mauvaise qualité et qui est en train de pervertir le système. Et juste avant de revenir sur les assistants médicaux, Ah est-ce oui, que excusez-moi, je ne vous ai pas répondu. voilà, bah, vous m'avez tendu une perche, est-ce que le fameux SAS, dont on attend toujours cette généralisation, n'est pas supposé, entre guillemets, être la boussole, le gouvernail qui permettra à Madame Michu, plutôt que d'appeler une plateforme de téléconsultation, d'appeler un numéro qui lui permettra d'accéder à un rendez-vous dans les 24-48 heures, sauf cas vital, évidemment, pronostic vital engagé. Hein. Alors, je me permets de répondre d'abord aux assistants médicaux parce que Comme vous voulez. j'ai pris un autre chemin. J'ai oublié de vous répondre à ça. Les assistants médicaux, c'est nous aussi qui les avons créés, qui les avons demandés et qui avons contribué à les mettre en place.
Ils ont été effectifs il y a à peu près 2 ans et dans des conditions quand même très strictes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en avoir un pour un médecin, il fallait être dans une zone ceci, en exercice cela, avec des impératifs quantitatifs très élevés qui faisaient peur aux médecins. Enfin bref, il y avait un cadre très très strict, ce qui fait que le nombre en a été relativement limité, trop limité. Ils ont quand même fait leur preuve de leur efficacité. En 2 ans, 2000 assistants médicaux chez les médecins généralistes, 500 000 patients ont retrouvé un médecin traitant. Donc oui, ça marche, on l'a prouvé. Donc il faut absolument étendre le système et diminuer les objectifs, même si en fait, tous les médecins qui avaient conclu un accord pour avoir un assistant médical ont rempli leurs objectifs à de rares exceptions près. Donc c'est plutôt la peur, c'est-à-dire quand vous êtes déjà sous l'eau en disant je peux pas en faire plus, on va me demander d'en faire plus, c'est pas possible, je vais pas y arriver, donc je ne prends pas d'assistant médical. C'était un frein psychologique parce que dans la réalité, sans travailler plus et sans s'en apercevoir, il prenait en charge plus de patients. Tout à fait, tout à fait. Plus Alors avec sur la le technologie, il y a aussi la question des locaux qui est là avec, hein. Vous avez abordé la question. Voilà, mais donc les locaux, ça va être la question, parce qu'on a aussi les infirmières azalées de santé publique avec lesquelles on doit travailler. Pourquoi pas des IPA aussi? Donc il y a tout ça, il faut bien faire travailler les gens dans des locaux qu'on n'a pas. Moi, je suis en plein Paris, dans le 18e arrondissement, un quartier populaire. J'ai pas d'endroit pour mettre un assistant médical. Je vous assure que je pleure. Voilà, et je pourrais faire sans doute plus si j'avais un assistant médical, et je suis pas la seule. Donc les locaux, ça va être un problème crucial. Sur le SAS, oui, ça devrait être la réponse plutôt que ces centres de soins non programmés. Il y a quand même une difficulté dans la mise en place, c'est que c'est quand même le SAMU qui pilote beaucoup, hein, c'est très SAMU centré, Oui, tout doit passer par le absolument. SAMU. Et le SAMU et les soins de ville, c'est pas la même logique. Donc, il y a des difficultés de mise en phase des deux logiques, de celle du SAMU et celle des soins de ville. Et j'espère qu'on va les surmonter pour que ça donne quelque chose. Il y a toutefois, il faut être vigilant à une chose, c'est qu'on n'ait pas des besoins de régulation médicale tels qu'on va tous se mettre à réguler et on ne sera plus dans nos cabinets pour recevoir les gens. C'est Donc, vrai. ça serait aussi un effet pervers du système où on peut imaginer, j'appelle le SAS chez un régulateur, il n'y a plus personne pour consulter et j'ai quelqu'un en téléconsultation parce qu'il n'y a plus personne. Bon, bref. Tout à fait. Donc, oui, au système, si dans la gouvernance, les soins de ville ont leur place pleine et entière, avec des logiques de régulation qui sont très différentes de l'urgence du SAMU. Parce qu'effectivement, vérifier si c'est une urgence vitale, c'est une chose. Donner un rendez-vous pour quelqu'un qui a un lumbago, c'est une autre logique. Tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoignais les propos de votre prédécesseur qui vraiment travaillait là-dessus et luttait pour, entre guillemets, pas qu'on reproduise, entre guillemets, la même organisation que précédemment, sous une autre appellation. Euh, Docteur, Malheureusement, c'est un peu ça qui est en route. Donc, je crois qu'on l'a perçu de vos propos. essayons quand même voilà, que la raison l'emporte, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de doute que les soins de ville, c'est autre chose que l'urgence vitale. Juste un point, calendaire sur la négociation conventionnelle, ça commence quand les travaux? Oh, probablement fin octobre, là. On n'a Fin pas de octobre? date précise, mais fin octobre. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait un peu. Parce que ça se télescope avec un autre événement, vous m'en avez pas en parlé. Alors, peut-être que vous n'en attendez pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un peu un ovni, ce fameux CNR Santé. Ça a été lancé donc le 3 octobre dernier au Mans, hein, par François Braun. Alors, on a un peu de mal à identifier sur quoi ça peut déboucher, notamment sur la question de l'accès aux soins, parce qu'elle est centrale, hein, évidemment. Vous y voyez clair, vous, là-dessus? Euh, On est entre nous. quoi vous répondre? Quoi vous répondre? Je peux vous dire ce que j'en attends, déjà. Oui. Après, on verra si on atteint les objectifs. On a vu pendant l'épidémie de Covid comment les organisations territoriales avaient été efficaces et c'est ça qui a donné l'idée de création de ces conseils territoriaux au niveau des territoires. Et qu'est-ce qui a été efficace? C'est le fait que se mettre ensemble pour atteindre un objectif de santé, à la fois les professionnels de santé d'un territoire au sein des CPTS et aussi les hôpitaux, à la fois les élus du territoire, par exemple sur les locaux, parce que les centres de vaccination, tout ça, le personnel pour recevoir les gens, enfin pendant toute la crise Covid, les municipalités ont été présentes et les élus ont vraiment travaillé de façon rapprochée avec les professionnels de santé, ce qu'on ne voyait pas avant, et avec les tutelles que sont l'ARS et la CPM. Donc cet ensemble d'acteurs
travaillant tous, chacun apportant et son expertise et ses possibilités pour arriver à un objectif, à montrer son efficacité. Donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à reproduire avec évidemment les citoyens aussi pour donner leur avis. Mais donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à reproduire. Ma crainte, c'est que si on veut être très, très politiquement correct, on invite des tas de gens. Et quand on se retrouve à 70 autour d'une table, eh ben, on risque de stériliser les choses et de ne plus arriver à avancer. Donc, ma crainte, c'est que à vouloir mettre trop de gens autour de la table, on n'arrive plus à faire avancer les projets et à réaliser des actions, quoi. Oui, tout à fait. Après, aussi, il y a aussi une question, si vous me dites, c'est parce que d'un côté, on en a parlé, il y a un PLFSS, de l'autre, il y a une convention, une négociation conventionnelle, et en troisièmement, il y a un CNR qui ferait des mesures qu'il ne saurait pas intégrer dans les deux autres. Je ne vois pas comment on peut articuler un peu tout ça. Je ne sais pas s'il y a un point méthodologique qui a été fait par le ministère auprès de vous pour vous expliquer, parce que il doit y avoir des mesures à la sortie de cet événement. Enfin, c'est le minimum attendu, j'imagine. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Prenons par exemple l'assistant médical. Ouais. On sait qu'il augmente le nombre de personnes qui pourront trouver un médecin traitant. Tout à fait. On est dans un territoire, on veut améliorer l'accès aux soins, qu'il y ait une question posée aux professionnels de santé en disant qui aurait besoin d'un assistant médical, est-ce que vous avez les locaux pour le mettre? Le nombre de doigts qui se lèvent, voilà, moi j'en ai pas et je voudrais un local, j'ai pas de local. Quelle solution on a en face? Là, les élus locaux peuvent voir si on peut trouver un deuxième local à côté ou qu'est-ce qu'on peut imaginer pour rendre effectif cette mesure qui existe dans la convention. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. D'accord. Il y a un quatrième année, on veut accueillir des étudiants, on est une MSP, on peut peut-être imaginer dans la ville d'à côté ou dans le village d'à côté un deuxième site où moi j'irai consulter 2 jours par semaine, on se met à cheval sur le deuxième site, on profite pour accueillir un étudiant en médecine, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça possible, l'hébergement de l'étudiant, des choses comme ça. Je vois ça comme la concrétisation des choses qu'on aura pensées au niveau national dans les différentes négociations ou lois. D'accord. En fait, vous êtes un peu sur la ligne qui avait été défendue notamment récemment par le HCAM, de dire qu'il faut transformer, créer une sorte d'instance locale enfin un écosystème médical local. Il parlait du département, je crois, dans leur rapport pour être de mémoire, en disant, en fait, on fait une table ronde et il dit chacun soulève ses problèmes et comment les autres peuvent apporter un début de solution à ceci. Voilà, moi je vois ça comme quelque chose de D'accord. très opérationnel. C'est pour ça que je pense que le piège est peut-être de vouloir inviter trop de monde, parce que si on est trop nombreux, l'opérationnalité, ça diminue, quoi. Bien sûr, C'est bien sûr. c'est ça mon questionnement. Comment, au point de vue méthodologique, rendre ça vraiment efficace? D'accord, ben, je comprends tout ça. Docteur, on est pris par le temps, c'était vraiment super intéressant. On a beaucoup échangé et je pense qu'on se retrouvera. On vous redonnera la parole évidemment quand vous aurez rencontré l'assurance maladie, les différentes parties prenantes. On reviendra un petit peu sur le contenu de la convention si vous en êtes d'accord, la future convention et les moyens qui seront mis à disposition en espérant que ceci soit à la hauteur de ce que vous espérez. Merci beaucoup. Avec plaisir, à une prochaine fois. Voilà, donc je vous dis merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.